soir, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Caroline Jacob, ostéopathe, diplômée de l'Université de Strasbourg en médecine, méditation, neurosciences et institutrice certifiée en thérapie cognitive basée sur la pleine conscience, ainsi que formatrice au centre Émergence. Le sujet du jour questionne bon nombre d'entre nous, revenir au présent avec la pleine conscience. Je remercie déjà notre oratrice de ce soir pour les éclairages qu'elle va nous fournir sur ce sujet devenu de plus en plus populaire pour améliorer sa santé mentale et physique dans une actualité pour au moins anxiogène. Pour bon nombre d'entre nous, malheureusement. Je cède donc la parole à Madame Caroline Jacob et je vous retrouve pour ma part juste après. On se fera un petit question-réponse. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci à vous. Merci. Merci, merci. Bonsoir. Vous m'entendez bien avec ça? Oui, on dirait que ça va. D'abord, je vous remercie de m'avoir invitée. C'est un plaisir de rendre des conférences en présentiel après les 2 ans où tout était passé en ligne. Moi, j'aime bien voir les gens. Et je vous remercie surtout aussi d'avoir pris le temps de venir, le temps d'être là. Parce qu'on va parler justement aujourd'hui de qu'est-ce que c'est la pleine conscience. Alors la pleine conscience, c'est un concept très vaste dont on parle beaucoup depuis maintenant un peu plus que 10 ans, je dirais, qu'il y a vraiment eu un essor, un engouement à propos de cette pleine conscience. Et d'abord, la pleine conscience, une des choses les plus importantes, c'est apprendre à revenir au moment présent. Et pour revenir au moment présent, il faut arrêter de courir. Il faut arrêter la course et se rendre disponible. Et là, je vois que effectivement, vous êtes assez nombreux et nombreuses ce soir. Et donc, je vous remercie vraiment d'avoir pris ce temps. Et vous allez comprendre aussi pourquoi, au fil de l'exposé, pourquoi c'est important, en fait, de pouvoir s'arrêter. Alors, je ne suis pas institutrice, je suis instructrice de pleine conscience, ça je voulais le noter. Mais bon, les mots, mais je ne suis pas du tout institutrice, je suis kiné aussi à la base, et puis j'ai fait de l'ostéo. Et bon, j'ai repris cette petite image qui vient d'un documentaire d'Arte. La petite parenthèse, c'est que Arte, ils ont souvent des super documentaires, justement, très, très d'actualité, beaucoup sur la médecine, les liens corps-esprit, etc. Et cette image m'a interpellée parce que qu'est-ce qui m'a, moi, poussée à me diriger vers dans cette voie qui avait envie d'étudier les liens entre le corps et l'esprit, donc de faire des études de kiné, etc. C'est qu'enfant, j'avais un papa qui souffrait beaucoup, moi. J'avais un papa qui souffrait beaucoup et du coup qui était violent. Et qui était très violent avec ma maman, avec la famille, et qui nous terrorisait un peu. Et puis mes parents se sont séparés. Et chaque fois qu'à partir de 6 ans, donc j'ai été voir mon papa, j'étais malade, je vomissais. Et ça a duré de mes 6 ans jusqu'à son décès, il y a un peu plus qu'une dizaine d'années, même si j'ai fait tout un travail personnel, même si j'avais conscience de ce qui se passait. Très jeune, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le fait de voir mon papa, que j'aimais évidemment, on aime nos parents, hein, aussi souffrant soit-il, et parfois aussi terrorisant soit-il, on aime toujours nos parents. Mais j'étais malade, je vomissais. Je vomissais soit dès que j'arrivais, soit sur le trajet pour y aller, soit des fois je me disais, aujourd'hui j'ai pas vomi, et j'ouvrais la fenêtre sur le chemin du retour, il fallait que ça sorte en fait. Et donc ça m'a poussée à essayer de comprendre un peu pourquoi, ce qui se passait. Donc les motilium, à l'époque, hein, il y avait toujours du motilium, il n'y a rien qui m'empêchait de vomir, en fait. Et j'ai jamais compris jusqu'à il y a peu de temps. Je me disais juste, voilà, c'est le stress. Maintenant, j'ai compris, j'ai étudié aussi, après la pleine conscience, vraiment les mécanismes du stress sur le corps. Mais ça m'a permis, en fait, de comprendre très jeune comment notre esprit et notre corps sont reliés. Alors juste pour vous donner, à vous aussi, je ne vous souhaite pas de vomir quand vous croisez quelqu'un qui vous terrorise un peu, mais juste pour vous donner une idée de comment le corps et l'esprit peuvent être reliés. Je vais vous emmener dans une toute petite pratique, là. Alors on va faire un petit peu de toutes petites pratiques, j'espère, sympas et divertissantes. Mais là, je vous demande peut-être de fermer les yeux. Ou pas, mais
avec les yeux fermés, c'est plus facile d'imaginer. Et je voudrais bien que vous imaginiez que vous avez devant vous une grande feuille de papier aluminium. Et vous prenez cette feuille de papier aluminium et vous la serrez. Vous en faites une boule de plus en plus petite et de plus en plus serrée. Et vous prenez cette boule, vous la regardez. Vous savez, les boules de papier alu, là, comme on avait aussi quand on était en primaire. On en utilise moins maintenant, mais dans les années 70, 80, oui. Et à un moment donné, comme font souvent les enfants, vous allez mettre cette boule de papier aluminium dans votre bouche, entre vos dents. Tiens, tiens, est-ce qu'on observe quelque chose? Oui? Ah, alors je vois des mots. C'est désagréable. Et pourtant, la feuille de papier aluminium, elle est juste dans notre tête. Alors je pourrais vous donner plein d'exemples. Les papillons dans le ventre, quand on aime bien quelqu'un, qu'on va voir. Ou la boule dans le ventre, de nouveau, quand on a un peu d'appréhension. Le mal de dos, quand on est submergé, quand on est débordé. Et donc, comme monsieur a dit dans ma présentation, moi je suis ostéo. Et puis j'étais kiné avant. Et maintenant, ça va faire... presque 30 ans en fait que je travaille dans le... Bon, avant de faire la kiné, j'avais déjà étudié le massage, ça m'a toujours passionnée. Et donc j'ai vu des milliers de personnes. Et dans mon cabinet tous les jours, je voyais, on va dire, 8%, non pas 8%, 8 patients sur 10, donc 80% de personnes qui venaient avec des maux physiques, mais qui avaient une origine au niveau plutôt psychique. Être dépassé, débordé, le stress, être toujours en train de courir comme des poules sans tête, etc., etc., etc. Et donc ça valide aussi, évidemment, tout ça. Alors, je ne sais plus très bien l'ordre de mes diapos, puisque je n'ai pas la petite bande à côté, mais on va adapter avec ça. Et donc, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'un des meilleurs remèdes pour soigner le stress, c'est de revenir à l'instant présent, de pratiquer cette pleine conscience. Comme je le disais, cette pleine conscience, elle a toujours existé. La pleine conscience, c'est juste être là dans l'instant. Donc c'est ce qui existait déjà dans les églises, hein, avec parfois, avec l'image pieuse comme objet de méditation, mais la prière, ça pouvait être, et c'est toujours d'ailleurs, une forme de méditation. Chez les Indiens, dans les cultures asiatiques, ils pratiquaient la méditation et ils la pratiquent toujours depuis presque 3000 ans maintenant. Chez les Amérindiens, pareil, ils ont des rituels où ils remercient, ils célèbrent les éléments et ils se rendent présents, disponibles à leur corps, au moment présent. Les Grecs, avec tous les sages grecs, évidemment, ils étaient aussi déjà très branchés dans l'observation en fait de notre esprit, ce qui peut arriver quand on s'arrête de courir, et l'observation de nos comportements. Hein, ils pratiquaient l'auto-observation. Saint François de Sales, par exemple, il a dit, il méditait, mais de façon religieuse, et il a dit: 1 heure de méditation est indispensable pour chaque personne, excepté si vous courez beaucoup, si vous travaillez beaucoup, si vous êtes fatigué, alors méditez 2 heures. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé. Sauf que là, depuis que tout va de plus en plus vite, hein, l'industrialisation, l'évolution de nos sociétés, eh bien, on a de plus en plus perdu en fait le rapport à nous-mêmes. On a perdu le rapport au sacré, on s'est éloigné parfois des églises, des dogmes pour x, y raisons, et on a cru en fait tout un temps que ce qui était bien, c'était courir, amasser des richesses, avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, les plus beaux vêtements, etc., etc. Et c'est vrai que c'est pas mal, hein, sauf que ces valeurs-là, c'est des valeurs qui nous mettent complètement en dehors de nous-mêmes. Et donc quand on court, un peu comme ce petit hamster là qui court dans sa cage, il n'y a jamais assez. Et ça, on en parlait, c'est vrai, déjà il y a pas mal d'années, hein, qu'à un moment donné, ça allait devoir changer, hein, que la nature allait nous ramener à l'ordre, etc. Et là, effectivement, maintenant, c'est ça qui est en train d'arriver, sauf que nous, on n'a pas vraiment de ressources, en fait, pour faire face à le petit hamster qui continue de courir, mais qui ne sait plus maintenant
après quoi il court, et puis à quelle sauce il risque aussi d'être dévoré, ce petit hamster. Et donc il y a une dizaine d'années, quand les choses se sont accélérées, on a vu que l'absentéisme au travail, par exemple, de nouveau, là j'ai des chiffres en tête, dans les années 80, au Québec et aux États-Unis, l'absentéisme au travail pour cause de stress, donc excès de courir, excès de hamster, excès de c'est jamais assez, c'était 2%. En 97, c'était 40%. En 2019, c'était 70%. Je ne vous dis pas maintenant. Franchement, je vous dis, je vois dans mon bureau tous les jours la moitié de mes patients qui sont en burn-out, qui sont épuisés, qui n'en peuvent plus et qui surtout ne trouvent plus de sens. Donc cette petite image, elle nous dit, est-ce que votre corps est là? Et alors de nouveau, je vous invite à faire un petit exercice, juste là avec moi. Je vous invite à, de nouveau, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts, et voir, tiens, votre corps, il est là, assis sur la chaise, mais où est votre esprit? Est-ce que votre esprit est vraiment là? Est-ce que votre mental est vraiment là? Ou est-ce que le petit hamster est toujours en train de courir? J'ai pas soupé, qu'est-ce que je vais faire à souper quand je vais rentrer? Ah, j'ai laissé les enfants tout seuls. Est-ce que j'ai coupé le gaz? Est-ce que ma voiture est bien fermée? Observez si votre corps et votre esprit sont vraiment ensemble, ou si l'esprit est toujours dans le passé. Est-ce que j'ai pas oublié ça? Et dans le futur, oh, j'ai commencé à avoir faim. Ou comment est-ce que je vais retrouver la maison quand je vais rentrer, ou simplement, est-ce que vous pouvez vous rendre complètement disponible, ici, maintenant, à votre corps, en fait, parce que c'est ça aussi, la pratique, c'est ramener l'esprit dans le corps. Et donc, quand on est vraiment présent, alors vous m'écoutez, hein, mais il y a souvent une partie qui écoute, et puis l'autre partie qui est là, perdue dans les pensées, et la pleine conscience, elle nous invite, en fait, à reprendre vraiment le plein pouvoir de toute notre expérience, en fait. Donc l'expérience mentale, ce qui se passe dans la tête, mais aussi, tiens, comment est-ce que je sens mon corps là maintenant? Et je vous invite à le faire, tant qu'on y est. Juste ramener votre esprit, votre mental dans votre corps et observer quelle est votre position, quelle est votre posture. Je le fais en même temps que vous. Et observez peut-être si vous sentez déjà des tensions dans le corps, si vous sentez des sensations, quelles qu'elles soient, peut-être agréables ou peut-être désagréables, et c'est OK. Dans la pleine conscience, on apprend aussi à ne pas juger notre expérience. Il y a des expériences agréables dans une journée, et puis d'autres qui le sont moins. Et ça, c'est la vie. Et donc observez si vous sentez des tensions, des douleurs, des crispations, et puis amenez maintenant doucement votre attention vers votre respiration, vers votre souffle. Et observez comment est votre souffle là maintenant. Et c'est OK que le téléphone sonne, juste restez dans votre expérience. Voilà, Daniel participe un peu avec nous. Juste rester là et en fait la pleine conscience nous apprend aussi à élaguer les distractions. Donc il y a des distractions sans cesse, des stimulations sans cesse, mais c'est un peu l'image des fakirs là, qui peuvent marcher sur le feu ou des gens qui peuvent méditer au milieu d'un brouhaha. Eh bien, quand on apprend à placer notre attention, à se concentrer, comme vous êtes en train de le faire, si vous êtes toujours connecté à vos sensations, et peut-être pour aller un peu plus loin à votre respiration, on développe, entre guillemets, un super pouvoir. Celui de choisir là où on va porter notre attention. Est-ce que je vais me laisser distraire par ça? Est-ce que je vais me laisser énerver par ça? Est-ce que je vais me laisser enfoncer par telle autre nouvelle? Ou est-ce que moi, je choisis de garder mon cap, quoi qu'il en soit? Et donc, restez encore juste quelques instants pour sentir là l'air qui rentre, l'air qui sort. Et je vous invite, dans la foulée, voilà, je vois que certaines personnes le font déjà, mais à laisser les tensions qui sont là se détendre, se relâcher. Et profitez, parce que l'inspiration, elle est active, elle active le système nerveux sympathique qui est celui de l'action, mais par contre, notre expiration, elle nous permet vraiment d'activer l'autre système, celui de la détente et de la
récupération. Et ça, on ne le sait pas assez. Et donc, la pleine conscience, une de ses cartes, un de ses atouts principaux, c'est la respiration, c'est ce souffle en fait. Ce souffle qui commence quand on prend vie. Et entre le moment où on vient à la vie et le moment où on va quitter la vie, on respire. Et le moment où on quitte la vie, on expire, on rend notre dernier souffle. Et entre les deux, on respire. Et est-ce que vous avez déjà pris conscience de cette respiration ? Parce que cette respiration, c'est vraiment ça qui nous tient en vie, en fait. Alors, une autre petite sonnerie. Donc, juste regardez peut-être si les autres téléphones risquent de sonner, pour ne pas, moi ça m'est égal, mais peut-être pas distraire l'assemblée. Et pour les autres, juste observez encore un instant votre souffle, avec cette intention d'expirer pour détendre si vous sentez des tensions, et quand vous le souhaiterez, vous pourrez à nouveau laisser vos yeux se rouvrir. Et donc voilà, ça c'est un peu une image de ce qui se passe dans la tête, une journée type d'une maman. Hein, voilà, le nombre de pensées, tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à se rappeler. Vous avez déjà entendu parler de la charge mentale. Hein, c'est nouveau qu'on parle de la charge mentale, mais la charge mentale, c'est vraiment tout ce qu'il y a à traiter, les dossiers en attente, etc. Et puis à un moment donné, l'ordinateur, quand il y a trop de dossiers en attente, qu'est-ce qu'il fait ? Pouf, ça bug. Ok ? Et donc, de petits dessins humoristiques. Ah oui, il fallait que je pense encore à quoi ? À faire le vide, à ne penser à rien. Alors ça, on va en reparler. C'est difficile de ne pas penser à rien. Par contre, ce qu'on peut faire, comme je le disais, c'est entraîner. Alors ça, c'est aussi un des modèles de ce qu'on vit maintenant. Hein, je disais, on a trop de tout. Et bon, c'est peut-être aussi en train de changer, mais ça encombre aussi cet espace mental. Alors ça, c'est un ami qui me l'a fait, parce que je trouvais que l'autre c'était une femme. Et donc voilà aussi, qu'est-ce qui se peut se passer dans la tête d'un homme d'affaires, d'un homme qui travaille au bureau. Voilà, on est sur l'ordi, vivement que j'aille me détendre. Quand je suis en train de me détendre, vivement que je retrouve ma femme. Et quand je suis avec mon épouse, j'ai plein de dossiers encore à gérer. Est-ce que j'ai vraiment terminé ça ? Est-ce qu'il ne serait pas temps que j'y aille ? Ça vous parle ? Ça vous dit quelque chose, des moments comme ça, où on n'est pas tout à fait là où on doit être et où on est en train de faire quelque chose et on pense qu'il y a encore ça qui attend, et puis c'est toujours comme ça en fait. Et donc ça montre à quel point être vraiment dans le moment présent, c'est exceptionnel, c'est rare. Et c'est un entraînement. C'est un entraînement. Alors, comme je le disais, un des plus grands écueils, en fait, est l'inverse, en fait, de la pleine conscience. Donc, en anglais, on dit mindfulness, ok ? Ça, la mindfulness, c'est être totalement éveillé, conscient de nos pensées. Mais mindful, ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire aussi l'esprit rempli. Et ici, maintenant, alors vous avez la chance déjà de vivre un peu en dehors des villes, mais je peux vous dire que les personnes qui vivent en ville, l'esprit est tout le temps rempli. L'esprit est tout le temps stimulé par une variété de stimulations très très différentes, mais il y a pollution sonore, pollution visuelle. Un employé à son travail, eh bien, il ne passe pas 5 minutes sans avoir un message, sans avoir un SMS. Donc, à un moment donné, l'esprit, la tête, le cerveau, ça ne va plus du tout. C'est complètement embrouillé. Et ce qu'on constate aussi, c'est que quand l'espace mental, comme ça, est très occupé par toute une série de choses à faire, par aussi tous les stress, donc les stresseurs, on va les voir après, donc les stress qui viennent de l'extérieur, c'est ceux que je viens de vous citer, mais il y a aussi tous les stresseurs qui viennent de l'intérieur et qui sont nos propres pensées, en fait, qui sont nos propres constructions. Et donc j'aimais bien cette petite phrase là, de Mark Twain qui dit... Ma vie a été une succession de tragédies, j'aurais dû mettre un S, dont la plupart ne sont jamais arrivées. Et on est des spécialistes pour ça. Ce petit hamster, là, ce petit hamster et cette tête bien chargée, en fait, les études maintenant, grâce à l'imagerie fonctionnelle, hein, donc l'imagerie médicale fonctionnelle, elle étudie le cerveau non plus quand il est statique, au repos ou sans faire d'activité, mais elle peut l'étudier en activité, en fait, en mouvement, etc. Et donc on sait qu'on passe 47% de notre temps ailleurs que dans le moment présent. Donc 47% de notre temps d'éveil. Donc c'est la moitié.
On sait que alors ça je l'ai noté ici parce que c'est beaucoup de chiffres, voilà, que sur une journée, on a 62 000 pensées. Donc ça correspond à ces 47%, 62 000. 95% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Donc on est dans la répétition, ah oui, hein, on est dans nos ornières. Et 80% des pensées sont des pensées négatives. Sont des pensées de rumination, et comment je vais faire, et pourquoi moi, et comment nanana. Et évidemment, quand le climat extérieur, quand ce qui vient de l'extérieur est en plus un peu anxiogène, et on ne peut pas dire qu'on soit gâté de ce côté-là depuis plus de 2 ans, eh bien évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ça active tout ça. Ça active tout ça. Alors, vous vous rappelez que je vous ai montré l'image qui nous montrait comment le corps influence l'esprit et comment l'esprit influence le corps. Eh bien, quand on a des pensées comme ça, l'histoire, c'est que ça vient influencer notre corps. Et que le stress, c'est pas un truc dans la tête, la maladie, c'est pas un truc dans la tête, c'est un truc dans le corps. Et donc, de nouveau, alors là, je vous explique, je vous donne le contexte, hein, j'avais pas envie de faire un exposé théorique, la pleine conscience, et ça, et ça. Je vous y amène par des exemples plus concrets. Mais la pleine conscience, elle nous permet de pratiquer, en fait, de prendre ce recul, de prendre ce temps d'arrêt pour nous permettre de devenir témoins, en fait, de ce petit hamster, en fait, ce petit hamster, ce syndrome du hamster qui tourne et qui tourne et qui tourne, et justement faire autrement. Donc, je vous parlais de nous arrêter. La première chose, c'est s'arrêter, c'est reconnaître. Il y a des stresseurs externes. Alors là, j'ai vu arriver celle d'après. Des stresseurs externes qui sont notamment, je vous parlais des pressions au travail, des pressions diverses et variées, des pressions familiales, des pressions sociétales, etc. Donc ça, ce sont les stresseurs externes. Mais un stresseur, c'est aussi n'importe quel stimulus, donc n'importe quel élément qui vient de l'extérieur et qui va nous faire réagir, en fait, pour nous adapter. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on est conçus pour la survie. C'est comme ça. Et là, je reviens à ce que je disais, 80% de nos pensées sont des pensées négatives. Notre cerveau, en fait, il va retenir tout ce qui est négatif dans notre journée. Ça, c'est depuis toujours. Et ça, c'est ce qui a permis à notre espèce d'évoluer. Donc, c'est plutôt pas mal à la base. Sauf que maintenant, nos stresseurs ne sont plus les mêmes. Et donc, on passe notre temps à ruminer les choses difficiles parce que c'est dans notre patrimoine génétique, évolutif, etc. Sauf qu'il n'y a peut-être pas lieu de se dire « Oui, mais est-ce que je risque pas de retrouver... est-ce que j'ai pas laissé ma voiture ouverte ?» ou est-ce que je vais avoir suffisamment de... je sais pas moi, d'huile pour cuire mon omelette après quand je vais rentrer, ou comment... Alors ici, là, on est dans des choses qui sont beaucoup plus concrètes, mais dans l'actualité pour le moment, ce qui est dans la tête de beaucoup d'entre nous, mais c'est comment on va faire aussi cet hiver. Alors ici, je constate qu'il fait bien chaud, mais quand on voit les factures, et c'est légitime, évidemment, hein, d'être avec tout ça. Sauf que ces pensées-là, elles ont aussi une action qui peut accentuer les effets du stress sur notre corps, et finalement, plutôt que nous aider, nous rendre encore plus vulnérables et peut-être même aller jusqu'à nous rendre malades. Donc, et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, cette pleine conscience, elle nous permet à un moment donné de marquer ce temps d'arrêt, donc de ralentir, comme vous l'avez fait. C'est pas s'arrêter des jours et des jours, vous voyez, on l'a fait pendant 1 minute. Je ne sais pas si vous avez déjà senti une différence, mais si dans la journée, on peut quelquefois s'arrêter 1 minute et se dire « Ok, où est-ce que j'en suis là? Est-ce que je suis bien dans l'instant présent ou est-ce que je suis en train de partir dans des projections qui concernent le futur, dont je ne sais encore rien, parce que finalement, on ne sait même pas si demain, on sera encore vivant ou vivante. Alors, on espère, hein, mais on ne sait pas si... Le scénario catastrophe, mais il y a une comète qui s'est écrasée sur la Terre il y a des millions d'années, ça a tué tous les dinosaures, l'espèce a disparu, tout s'est refait, et nous on ne sait pas en fait. Alors maintenant on peut quand même observer les comètes, mais il y a les voitures, il y a tous les accidents qui peuvent se passer, donc on n'en sait rien. Et on est déjà en train de se tracasser de façon exagéré, puisque de toute façon, on ne va pas changer les choses en se tracassant pour ce qui va arriver dans les mois d'après. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se tracasser, je dis juste qu'il y a des outils pour gérer différemment l'effet de ces tracas sur notre corps, sur notre santé, sur nos relations et finalement sur notre vie. Et ça, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les personnes qui sont déjà très stressées ou très nerveuses ou fragiles
psychiquement ou fragile physiquement. Non, c'est pour tout le monde. Il y a 10 ans d'ici, c'est vrai que ça concernait les gens déjà qui tombaient malades au boulot ou qui avaient des symptômes d'anxiété, etc. Sauf que maintenant, c'est plus pareil. Maintenant, c'est absolument tout le monde et c'est ça aussi que je vois moi dans ma pratique. Tout le monde est concerné par ce qui se passe dans l'actualité parce que c'est vrai que c'est un peu... c'est assez stressant et assez interpellant. Donc les stresseurs, ceux qui stressent, ça peut être des réalités ou ça peut être les films qu'on se fait. Hein, je ne vais pas y arriver, pourquoi moi et mes enfants, etc., etc. Ça vient de l'extérieur, comme le patron là, qui criait sur son employé, ou de l'intérieur avec nos propres pensées, notre propre hamster. Okay, et ce qui est important, et là j'espère que c'est clair pour chacun, chacune, c'est pas les choses elles-mêmes. Et alors c'est pour ça, là je reviens avec un grec dont je me souviens de la citation parce qu'elle m'a toujours interpellée depuis très jeune. C'est Épictète qui disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais c'est l'opinion qu'on s'en fait ». Et donc c'est pour ça que je disais que la pleine conscience, c'était pas quelque chose de nouveau, hein, que c'était déjà de par le monde, sauf qu'on le nommait différemment. Mais donc c'est pas les événements eux-mêmes qui nous stressent, c'est la façon dont on perçoit, nous, l'événement et dont on va faire face, dont on va répondre. Et de nouveau, cette pratique, avec l'arrêt qu'elle propose, avec le fait de pouvoir observer tout ce qu'on crée dans notre tête par rapport à des éléments extérieurs ou des éléments intérieurs, et de prendre conscience en fait de ok, là, est-ce que je suis pas en train de faire un drame de rien? Est-ce que je suis pas en train de rater, de passer? Et ça, c'est une expression que je reprends d'une de mes élèves qui avait 80 ans et qui disait j'ai 80 ans. J'ai couru toute ma vie comme une poule sans tête, j'ai l'impression d'être passée à côté de ma vie, et maintenant, je veux profiter des années qui me restent. Et ça, c'est quelque chose, je l'ai entendu, c'était très touchant, mais je l'ai entendu beaucoup de fois. Et donc, cette capacité de mettre notre attention là où on a envie, eh bien finalement, ça nous rend vivants. Hein, ça nous rend vivants, et ça peut aussi nous rendre plus libres. Alors, je voulais vous montrer, voilà, cette image-là. Donc, entre un stimulus, une perception qu'on a de l'extérieur, et la réponse qu'on va donner. La réponse, c'est comment je réagis. Exemple, il y avait quelqu'un qui roulait, je ne sais pas, j'ai eu pas de chance moi aujourd'hui pour venir, j'ai eu que des voitures qui roulaient lentement, pas bien, qui faisaient n'importe quoi sur la route. Je viens de Liège, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Liège récemment, c'est un parcours du combattant, et donc il y a moyen de s'énerver. Et d'ailleurs, je me suis déjà fait plusieurs fois agresser, mais aujourd'hui, c'est moi qui étais un peu, j'étais un peu en stress, et j'ai senti que je m'énervais dans ma voiture. Et j'étais prête à aller trouver. Et puis je me suis dit, Caroline, tu vas donner une conférence sur la pleine conscience. On va se calmer un petit peu ici. Et j'ai évalué la situation en me disant, si je sors de ma voiture, je ne sais pas qui est dans la voiture devant. C'était quelqu'un qui avait l'air de conduire, peut-être en état d'ivresse. Et je me dis, j'ai pris un risque, je prends un risque là. Si je vais m'énerver sur lui, que cette personne est en état d'ivresse, qu'elle réagit mal et que ça se passe mal, là, je serais vraiment en retard. Et donc, ce que j'ai fait, parce qu'il m'énervait, vraiment. Et donc, j'ai pas klaxonné, je suis pas sortie de ma voiture et j'ai pris une pause. J'ai senti que j'étais... Parce que c'est pas parce qu'on pratique de la pleine conscience qu'on ne s'énerve plus jamais. Ça, c'est pas vrai. Sauf qu'on sait faire autrement, en fait, avec la nervosité, avec le stress, avec les confrontations, l'adversité de la vie. C'est la pause. La pause. Et c'est ça, en fait, qui change tout. C'est le fait de pouvoir s'arrêter quand on a quelque chose qui vient de l'extérieur ou de l'intérieur, hein, c'est stressor, comme je vous ai dit, et ne pas réagir directement. Parce que parfois, réagir, ça peut être pire. Vous voyez de quoi je parle, hein? Parce que quand on réagit, on se met en colère, ça monte, ça peut finir mal, on rumine à l'intérieur parfois aussi, ou on fait des choses de façon très automatique. Et puis après, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une amie, très récemment, qui était en état de stress, et des vendeurs sont arrivés dans sa maison pour des panneaux solaires, je ne sais pas très bien, et l'état, donc
voilà, les vendeurs de panneaux solaires, j'en ai déjà eu aussi. C'est vrai qu'ils sont très convaincants et que dans la période actuelle, évidemment, c'est une proposition alléchante. Sauf qu'elle a signé un contrat de 20 000 euros. Elle n'a pas 20 000 euros et elle ne peut pas payer. Mais elle était tellement prise et séduite. Et donc ça, c'est aussi des choses qui peuvent arriver quand on est pris dans... Voilà, ok, c'est un peu le serpent du livre de la jungle, là, un peu hypnotisé. Et on fait parfois des choses qu'on regrette après. Et la pleine conscience, en revenant ici maintenant, dans le moment présent. Et là, ce que j'ai envie, c'est qu'après juste cette petite présentation, vous ayez déjà toutes et tous simplement la notion de « Ok, je peux avoir cette pause ». Et la pause, on ne peut la prendre qu'en revenant dans le corps, en fait. Parce que la tête, elle est tout le temps en train... La tête, elle est faite pour penser. Notre cerveau, il est fait pour penser. Et la tête, elle va nous raconter des histoires. Et elle va partir dans des récits. C'est de nouveau, c'est le petit hamster. Alors parfois, il se dédouble, parfois il est content, parfois pas content. Mais il raconte tout ce qu'il veut. Avec la tête, on peut se raconter des châteaux en Espagne, se laisser influencer. Bah oui, je trouverais bien 20 000 euros. Quand on en gagne 1 500 ou 1 700, c'est déjà une somme à rembourser, qu'il y a déjà des prêts, des enfants, etc. Et là, la tête, elle peut se laisser très très facilement hypnotiser ou emmener dans des raisonnements qui ne sont pas justes en fait. Mais quand on revient au moment présent ici maintenant, ok, je suis là, ça peut se faire les yeux fermés, ça peut se faire les yeux ouverts, c'est juste, je sens mon corps. C'est vraiment ça d'abord, c'est revenir dans le corps. Parce que le corps, il ne ment pas. Et comme je vous l'ai dit au début, et ça, ce serait chouette de donner une conférence vraiment là-dessus, sur les liens corps-esprit que j'étudie encore davantage maintenant, mais ce n'est pas le sujet. Mais le corps et l'esprit sont intimement reliés. Quand on revient dans notre corps, on va débrancher en fait le petit hamster qui dit « Ah oui, c'est bien, les panneaux solaires. Oh, mais oui, va t'énerver sur lui, tu mérites de défendre ton cas, là, vas-y, sors de ta voiture. » Non, mon corps, il va me dire « Est-ce que ça, c'est raisonnable ? Ok, est-ce que je ne ferais pas mieux là de me calmer et d'attendre un instant que les choses se calment à l'extérieur, que la tête, elle va s'emballer. Okay ? Donc la première ressource pour la pleine conscience, enfin, ce n'est pas la première, c'est la deuxième, puisque la première, c'était ralentir, voire s'arrêter. Et la deuxième, c'est revenir à votre corps, ressentir le corps, ressentir la respiration et sortir de « je pense, donc je suis ». Alors, c'est normal qu'on n'a pas du tout appris à être dans notre corps. Je vois ici que vous êtes plutôt majoritairement de ma génération. Les jeunes, ils apprennent beaucoup plus. Les jeunes de 15, 20 ans, déjà, ils ont un rapport à leur corps différent de nous qui avons passé 40, voire passé 50, où on a juste appris, nous, à remplir notre tête, à étudier, à devenir super intelligent. Et c'est génial, la pensée. La pensée, elle est intéressante. Elle est essentielle, sauf que c'est pas la panacée, la pensée. On ne peut plus maintenant, et on le voit de plus en plus, et donc ça c'est aussi grâce aux neurosciences, qui étudient les liens entre le corps et l'esprit, etc., qui étudient le cerveau en mouvement. La tête sans le corps, elle est capable de rien. Okay ? Et donc le deuxième élément de la pleine conscience, c'est revenir au corps, revenir aux sensations. Et c'est là qu'on peut aussi vraiment avoir une action sur notre santé. Non seulement sur notre stress, sur notre détente, mais aussi sur notre santé. Et donc je reviens un peu en arrière. Voilà, alors, hop. Je ne vais pas vous montrer trop ça, quoique, allez, on va le faire en vitesse. Mais donc simplement, c'est que quand on a des stresseurs internes ou externes, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire, il y a des choses qui se passent dans notre corps dont on n'a pas conscience. Pour en avoir conscience, notre esprit va activer ses sens de perception. Ok, là je sens qu'il y a quelque chose qui s'agite à l'intérieur, je sens que je suis troublée. Par un automobiliste, par un vendeur de panneaux solaires, par mes enfants qui sont en détresse, par les informations que j'entends à la télévision. Mon organisme va se mettre en état alerte, puisque je vous ai dit tout à l'heure, on est programmé pour survivre. Donc, état d'alerte. Quand on est en état d'alerte, qu'est-ce qui se passe ? Libération d'hormones du stress, adrénaline, cortisol, les sens sont éveillés différemment.
le rythme cardiaque s'accélère, donc pas bon ça non plus. Tout le système digestif est bloqué, le système respiratoire aussi va aller au ralenti parce qu'on est prêt à combattre ou à fuir. Ok ? Une petite remarque sur l'adrénaline et le cortisol. Donc, ce sont les deux hormones du stress qui sont déployées, qui sont engagées, je vous dis, que ce soit par des choses extérieures ou des choses intérieures. Est-ce que j'ai fermé la porte de ma voiture ? Paf, paf, adrénaline, cortisol. Hein, le cœur s'accélère si la voiture est à Liège. Ici, ça va. Non, c'est vrai en plus. C'est rire. Donc, le cortisol et l'adrénaline, mais surtout le cortisol, il permet un affaissement de l'immunité. Quand des personnes se font greffer un organe, qu'est-ce qu'on fait ? On leur injecte du cortisol à haute dose, comme ça, ils ne font pas de rejet de l'organe. Okay ? Donc, quand le cortisol monte, l'immunité s'effondre. Okay ? Et donc, ça, c'est un élément essentiel pour montrer à quel point le stress, et c'est ça que je vous disais avec mes vomissements quand j'étais enfant, et puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi après au long de ma vie, quand j'ai... Juste petite parenthèse, j'y ai pensé en venant. La première fois que j'avais donné une conférence pour la province de Liège, c'était à l'UNIF à Liège, c'était une énorme salle, et c'était la première fois que je donnais une conférence comme ça, publique, et devant autant de monde, sur la pleine conscience. J'étais stressée. Et j'avais très, très, très bien préparé. Enfin, c'était... le lendemain, le soir, j'ai commencé à me sentir un peu fébrile. Le lendemain, j'étais malade, j'avais une grosse grippe, qui m'a tenue clouée au lit pendant 15 jours. Et donc voilà, je ne sais pas si vous avez déjà pu constater que des périodes de stress, et quand ça se relâche, après, il y a des tensions corporelles qui s'installent, ou de la maladie, ou des maux de tête. Et ça, je le vois aussi dans mon cabinet avec les gens qui travaillent beaucoup la semaine. Hop, vendredi soir, migraine. Okay ? Donc voilà, le stress est inversement proportionnel au cortisol en fait. Donc plus il y a il est proportionnel, pardon. C'est l'immunité qui est inversement proportionnelle. Plus il y a de cortisol, moins il y a d'immunité. Donc une fois qu'on en est là, on n'a pas conscience en fait de tout ça. Vous voyez ? On n'a pas conscience. Et donc on va réagir, soit en fuyant. Alors ça, c'est les modes réactifs de notre système nerveux. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, avec plaisir une autre fois. Je fais comme si ça n'existait pas, mais ce n'est pas bon de faire comme si ça n'existait pas. On enfuit en fait les choses. Hein. Soit je suis dans le combat, je suis irritée, je suis énervée, l'automobiliste risque d'en prendre pour son grade. Et en général, on dit que 90% de la population citadine dans les villes est dans ce mode combat ou fuite en fait. Hein. Donc dans le système sympathique. Donc c'est le système justement plus cortisol, adrénaline. Donc on grille en fait un peu nos cartes. Et si à un moment donné, parce que c'est un peu c'est le combat, c'est la survie. Il faut travailler plus, il faut produire, etc. Il faut consommer. Et si tous ces deux états durent trop longtemps, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que notre système pouf, c'est comme l'ordinateur quand il plante, en fait. On est en mode immobilisé, paralysé. Et ça, c'est quand il y a vraiment cette sensation que la survie, de nouveau, c'est inconscient, que la survie est complètement menacée. Okay ? Et c'est ce qui arrive chez les personnes qui tombent en burn-out. Hein, qui ne savent plus, il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Et je ne veux plus jamais entendre que ça, c'est dans la tête. Parce que ce n'est pas dans la tête. Et maintenant, évidemment, les médecins, les personnes qui sont un peu au courant des avancées scientifiques savent très très bien que ce n'est pas dans la tête, en fait. Ça vient peut-être de la tête, mais le corps est clairement affecté par ce qui se passe dans notre tête. Hein ? C'est ce dont je vous parle depuis le début. Donc, tout ça, c'est inconscient. Et qu'est-ce qui va nous permettre de faire autrement et de reprendre notre pouvoir là-dessus, justement, c'est d'être plus conscient. C'est de ralentir, de s'arrêter et de ressentir, tiens, là, est-ce que je ne serais pas un peu tendue ? Est-ce que je ne serais pas un peu énervée ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu des choses que je pourrais observer différemment dans mon corps et des situations auxquelles je pourrais peut-être m'entraîner à répondre différemment ? Alors... le problème survient lorsque... Voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, l'hyperstimulation, le surmenage, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que tant qu'il n'y a pas
une maladie grave, des symptômes trop graves, on enfuit, et on continue la course, on continue. Et puis à un moment donné, donc hyperstimulation, surmenage, on trouve des stratégies qui ne sont pas forcément des stratégies qui vont améliorer la situation, mais qui sont plutôt des stratégies d'évitement, de fuite, et donc qui sont dysfonctionnelles et qui empirent la situation. Comme par exemple l'addiction au travail, le surmenage au travail. Je n'ai pas de chiffres, mais c'est énorme, hein, les gens qui sont vraiment addicts à leur travail, remplir son agenda d'activités, ruminer tout le temps sur le mode je ne vais pas y arriver, ça ne va pas. Donc petit hamster qui court. Addiction à des produits, à des substances, donc médicaments, alcool, cigarettes. Addiction, alors de nouveau, il n'y a pas que les substances, hein, les jeux vidéo, les écrans. Je parlais tout à l'heure, parce que j'ai rencontré des patientes comme ça, mais addiction à la consommation, hein, il faut toujours que j'aille acheter des nouvelles choses, etc. Ça donne un petit pic de dopamine, okay, une satisfaction sur le moment même, et après, ça ne dure pas, c'est pire. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on en arrive justement au burn-out, perte d'enthousiasme, maladie, etc. Et on tourne alors dans le même cycle, jusqu'à ce qu'à un moment donné, pouf, il y a quelque chose de grave qui arrive. La pleine conscience, avec ces deux petits éléments, ça paraît rien en fait, hein, dont je vous ai parlé, c'est ça qui est extraordinaire. C'est un truc facile, gratuit, que chacune peut faire avec une seule condition, c'est l'entraînement. L'entraînement et la discipline. Parce que ce n'est pas là où on va aller préférentiellement, ce n'est pas là où notre cerveau va aller préférentiellement. Notre cerveau, notre corps, nos habitudes, je disais, les pensées, c'est 95% les mêmes que la veille, donc on va faire la même chose, en fait. Hein. Et venir dans une vie plus consciente, développer la pleine conscience, c'est faire autrement, c'est créer des nouveaux réseaux dans le cerveau, des nouvelles connexions. Et donc ça, c'est pas facile. Et ce qui est extrêmement paradoxal, et moi j'aime beaucoup les paradoxes, parce que la vie est aussi un grand paradoxe, je trouve, c'est que c'est extrêmement difficile d'apprendre à ne rien faire. Parce que c'est ne rien faire finalement. Et c'est la chose la plus difficile pour la majorité d'entre nous. Alors, là, c'est plus ou moins la même chose, sauf qu'avec la mindfulness, donc la pleine conscience, là on le voit écrit en anglais, on devient plus conscient de ce qui va déclencher nos réactions automatiques. Et donc c'est l'image que je vous ai montrée. Et en mettant une pause dans notre façon de réagir, on peut choisir notre réponse, ok ? Et quand on choisit notre réponse, alors je ne vais pas lire tout ça parce qu'il y a vraiment trop de choses, mais quand on choisit notre réponse, on devient plus libre et on peut choisir quelque chose qui va être bon pour nous. Okay ? Maintenant, le tout aussi est d'apprendre à, qu'est-ce qui est bon pour nous ? Mais sauf que si vous êtes ici, c'est peut-être que vous êtes déjà rendu compte que malgré, vous avez la chance déjà d'habiter en dehors de la ville, je reviens à ça, et que vous avez sans doute des vies sympas, en tout cas je l'espère, mais il y a quand même toujours des petits endroits où on peut améliorer les choses, des petits endroits où on cale, des petits endroits où on sent du stress, de l'anxiété, où il y a des douleurs chroniques qui ne s'en vont pas, où on a connu un proche qui a été mené très très loin par un excès de stress, etc. Donc c'est ça aussi qui fait que on cherche à faire autrement. Et faire autrement, c'est pas facile. Donc là, de nouveau, c'est la même chose, mais c'est juste pour vous montrer à quel point le stress peut avoir des effets sur tout notre corps, sur les maux de tête, l'appareil locomoteur, donc les douleurs locomotrices, et tout ça, c'est pas que c'est la tête, c'est juste la façon dont on réagit aux événements extérieurs, ce qu'on en fait, et quand on ne sait pas quoi en faire, ça marque le corps. Donc ça peut être les douleurs, ça peut être, et ça, j'ai beaucoup de cardiologues maintenant qui m'envoient des gens dans les groupes de pleine conscience, parce que dans les milliers d'études, il y a des milliers d'études qui sont faites maintenant sur les bénéfices de la pleine conscience. Il y a notamment vraiment la preuve que cette pratique, et ça notamment avec le travail de la respiration, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, là, et on va en refaire un petit peu ensemble après, eh bien, ça agit sur le système cardiovasculaire. Okay ? Parce que simplement, le fait d'expirer va permettre au cœur de ralentir, simplement. Parce que le corps, il est connecté directement à ce nerf qui s'appelle le nerf vague, qui est le nerf
pneumogastrique qui s'active quand on est au repos et quand on expire. Okay, et quand on expire, il vient là, il vient jusqu'à l'estomac. Quand le diaphragme remonte, eh bien, le nerf vague s'active et il permet au cœur de se détendre, de se relâcher. Donc voilà, ça c'est un exemple peut-être un peu plus concret. L'appareil digestif, on le sait bien, hein, ça, maintenant c'est vraiment connu, mais les problèmes gastro-intestinaux, les maladies de Crohn, les maladies inflammatoires, etc., il y a toujours une composante de stress, évidemment. Les troubles de la fertilité aussi. Voilà, donc il y a vraiment toute une série d'effets négatifs du stress sur le corps qui peuvent être améliorés par 5 minutes de pratique 3 fois par jour. Et ce qui est génial, c'est quand je suis certaine, et je le sais, d'expérience, parce que j'ai donné pas mal de conférences, j'ai donné beaucoup de cours, etc. Mais vous vous dites, c'est facile, hein, demain je commence, je vais le faire. Je me réjouis d'en reparler dans un mois et voir qui a tenu 3 fois par jour, 5 minutes. Et c'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut passer des heures sur nos réseaux sociaux, sur Internet, à courir dans tous les sens, à ruminer, comment je vais m'en sortir, comment je vais faire, est-ce que je vais pouvoir faire face à ça? Et pourtant, revenir à nous, c'est la chose la plus compliquée, la plus difficile. Revenir au corps, revenir au souffle, c'est la chose la plus difficile. Et donc la pleine conscience, c'est la chose la plus facile et la chose la plus difficile. Alors je pourrais presque m'arrêter là, mais je vais continuer encore un peu. La vie, et c'est de ça aussi dont je vous parle, et j'aime bien cette illustration-là, elle est faite de haut et de bas. Elle est faite de vagues. Je pense qu'on est vraiment dans une période, une période très compliquée. Bon, moi, je vais avoir 50 ans. Et j'entends parler, depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu un esprit très, très curieux. Et j'ai toujours cet esprit curieux d'enfant et capable aussi de s'émerveiller, parce que ça, c'est un des intérêts de cette pratique, de la pleine conscience. Enfant, j'entendais déjà parler de la crise, du chômage, et comme vous l'avez compris, j'ai pas grandi dans une famille où c'était très serein et où tout était facile, loin de là. Et donc, j'ai toujours entendu parler de ce qui n'allait pas. Et par contre, je me suis toujours dit, et ça, est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est une façon aussi, je pense, de survivre, hein, je me suis toujours dit, c'est vrai qu'il y a tout ça qui ne va pas, mais il y a aussi tout ça qui va bien. J'ai grandi, je suis née en Afrique, j'ai grandi en Afrique et j'ai passé ma vie dans le jardin. Il n'y avait pas de TV, il n'y avait pas d'Internet, évidemment. Et nous, on n'avait même pas de jouets, parce qu'en Afrique, dans les années 70, il n'y avait pas de jouets. J'avais pas de Barbie, j'avais pas de jeux. De temps en temps, ma grand-mère envoyait une chose, mais on n'avait pas de jouets. Donc moi, j'ai passé mon enfance dans la nature, en fait. Et c'est pour ça que je vais retourner maintenant vivre dans la nature. Enfin, c'est déjà présent depuis 2 ans. Mais j'ai vraiment repris cette conscience que la nature, c'est une ressource extraordinaire. Et en jouant dans la nature enfant, malgré que la maison était terrorisante, eh bien, je pouvais voir que malgré qu'il y avait la terreur, la violence et la peur, la souffrance d'un côté, juste là derrière les murs, il y avait dans le jardin la vie qui était là. Il y avait des papillons merveilleux, des fleurs de toutes les couleurs. Il y avait de temps en temps, c'est pour ça que j'en parle là comme ça, mais en Afrique, il y avait des perroquets qui venaient dans notre jardin ou des singes. Et donc, peut-être c'est ça aussi qui, très tôt, a fait que j'ai compris que la vie, c'était ni blanc ni noir et qu'il y avait tout le temps des vagues, en fait. Il y avait des vagues, il suffisait que mon père rentre à la maison et c'était la catastrophe. Ce que j'ai appris, déjà, je pense, pour survivre à ce moment-là, c'est que les vagues, elles sont là, on ne peut pas les empêcher, mais par contre, on peut apprendre à surfer sur les vagues. Ou, là aussi, c'est un grec qui l'a dit, Sénèque, voilà. C'est grec ou latin, je ne sais plus maintenant, je crois qu'il était latin plutôt, Sénèque. Dans la vie, il y a aussi des orages. On ne peut pas attendre que les orages passent tout le temps. Et là, on est dans un orage. Mais donc, dans une période d'orage, grosse période orageuse. Et l'idée, c'est qu'on peut aussi apprendre. Alors, je ne le dis pas à la légère. Je ne le dis pas du tout à la légère. Moi, j'ai tout à fait conscience de ce qui se passe là, et depuis longtemps. Mais par contre, pour
survivre et pour s'adapter et pour faire face surtout à ce qui nous tombe dessus, eh bien, il est indispensable d'apprendre à danser sous la pluie. En fait, c'est une façon de dire on ne peut pas arrêter les tempêtes, on ne peut pas empêcher le monde de tourner comme il tourne de façon individuelle et simplement en ruminant, en ressassant. Mais par contre, si on apprend à appréhender différemment les orages et donc à ne pas être détrempé par la pluie qui nous tombe dessus, mais à dire ok, allez, il y a ça, moi maintenant j'ai développé cette capacité d'être davantage dans le moment présent, de ne pas me laisser complètement submerger ni par mes pensées, ni par les informations, ni par tout ce que je crois qu'il doit être, etc., tout ce qu'on me dit, nanana, mais de me dire ok, ici, maintenant, je suis vivant, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et il y a de la beauté, et il y a de la richesse, la richesse simplement de la vie. Je vous parlais de la nature. La richesse de notre corps. Le corps, quand on y pense, et moi c'est une de mes, c'est mes formations de base, mais c'est une merveille. Et donc ici, vous toutes et tous qui êtes là, présents, vivants, qui savez vous déplacer, vous avez déjà, simplement, parce que votre corps vous permet d'être là, et qu'il y a des milliards de réactions biochimiques qui se passent là même pendant que vous m'écoutez, que votre foie est en train de purifier votre sang, que vos reins filtrent encore les déchets, que les cellules emmagasinent de l'énergie pour que vous puissiez vous concentrer, des milliards de réactions qui fonctionnent ensemble, eh bien ça, c'est déjà quelque chose d'assez merveilleux. Okay ? Et donc, simplement, déjà, d'avoir conscience de ça, plutôt que de se dire comment je vais faire après si jamais je tombe malade et que nanana, ça change tout. Ça change tout, parce que quand on a cette conscience-là, on est dans des hormones qui permettent le lien, des hormones qui nous permettent de nous sentir en sécurité, et donc qui permettent au corps de se régénérer, qui permettent au corps de se restaurer, plutôt qu'être dans les hormones de cortisol, adrénaline, etc., qui ajoutent encore des dégradations à un état qui peut déjà être fragilisé. Okay ? Est-ce que vous me suivez ? Oui ? Ouais, très bien. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, et ça vous le reconnaissez peut-être, mais c'est Mathieu Ricard, l'interprète du Dalai Lama, et puis lui c'est un scientifique aussi, qui a écrit pas mal de bouquins. Et donc ça illustre ce que je vous disais. Donc on a observé son cerveau pendant qu'il méditait. Donc on s'est rendu compte justement de différentes fonctions aussi de la méditation, de cette pleine conscience. Donc le fait déjà de se relâcher, de détendre le corps, alors ça, c'est pas avec les électrodes dans le cerveau, mais de faire diminuer le cortisol, ça c'est des prises de sang. Mais dans les effets bénéfiques, il y a notamment la réduction de l'activation des zones cortex-sagulaire intérieur, donc des émotions négatives, des zones de l'amygdale, qui est celle-ci, je l'ai passée rapidement. Ah voilà, c'est celle-là. L'amygdale, c'est celle qui, quand le corps... Donc on n'a pas conscience. On est là, vous êtes là, tranquillement assis. Il y a quelqu'un qui arrive dans la pièce, voilà, que vous reconnaissez, que vous ne reconnaissez pas, mais qui vous paraît... voilà, il est trapu, brûlé, il a une grosse capuche, des grosses lunettes de soleil, il porte un masque alors qu'il ne faut plus porter de masque. Il y a quelque chose qui va peut-être se passer dans le corps, vous n'allez pas avoir directement conscience, mais par contre, cette petite amygdale, là, donc c'est le porte-voix, va dire « danger, 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 ici, danger », et elle va aller remettre à tout le corps. D'abord, ça va s'activer dans le cerveau, et puis tout le corps, en fait, va s'activer. Donc là, c'était les... Non, c'était celle-là, hop... Voilà, va s'activer pour faire face à ce danger. Et de ça, on n'a pas conscience. Sauf que notre pratique, simplement, le fait de pouvoir revenir ici maintenant, au moment présent, dans le corps, va nous, petit à petit, plus on va le faire, et ça de nouveau, maintenant, vous le savez, vous pouvez déjà le mettre en place dès maintenant. Ok, comment est-ce que je me sens là ? Juste voir, est-ce que je me sens plutôt détendue, en confiance, en sécurité, apaisée, ou est-ce que j'ai comme une petite inquiétude qui est là, un petit stress permanent ? Est-ce qu'il y a cette petite amygdale qui peut, chez certaines personnes, régulièrement être activée et déchargée, même quand il n'y a rien d'évident, mais simplement du fait
d'écouter les nouvelles la journée ou de courir tout le temps, de ne pas prendre le temps pour s'asseoir, pour manger, pour respirer, pour discuter, etc. etc. Tout ça favorise évidemment l'activité de cette amygdale. Alors, donc ça, c'est comment les neurosciences ont permis en fait de valider ces hypothèses qui, je dois dire, étaient déjà présentes chez les bouddhistes en fait. Les bouddhistes, c'est le Bouddha qui disait ça, que le fait de méditer pouvait vraiment, alors Saint François de Sales aussi, il disait que c'était bien de méditer 2 heures quand on était très stressé, mais il disait que la méditation pouvait vraiment apaiser et soigner le corps en fait. Et c'était il y a 3000 ans. Et maintenant, on sait qu'en fait, en travaillant sur notre esprit, sur notre cerveau, sur notre capacité d'attention et de présence, on soigne notre corps et c'est validé maintenant par les neurosciences. Alors, comme je vous le dis depuis le début, qu'est-ce que c'est la pleine conscience ? C'est un mot qui veut dire beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est simplement le fait d'être ici, maintenant, présent, et c'est cultiver nos capacités d'observation et d'attention. C'est arrêter le hamster ou le vélo, là, mais c'est vraiment être là, corps, esprit réunis, ici maintenant, et pouvoir observer, en fait, du mieux qu'on peut, tous ces dialogues internes, les sensations du corps, les petites voix dans la tête qui disent « Ah non, pas encore ça, oh nana, oh et si, et pourquoi moi, et j'y arriverai jamais, et les autres font mieux que moi, et elle a ça, et lui va... » C'est devenir plus conscient de ça et de pouvoir aussi prendre de la distance par rapport à ça. Parce que cette petite voix, c'est elle en fait qui nous rend finalement esclaves de toute une série de choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Parce que la petite voix, elle va toujours comparer, ça va être jamais assez, et ça va être toujours « je suis là quelque part, mais ce serait peut-être mieux d'être ailleurs, ou peut-être que j'ai oublié ça, ou qu'est-ce que je vais manger après ?» Donc elle est toujours ailleurs que dans le moment présent. Et c'est pour ça que je vous disais, la chose la plus difficile, c'est d'apprendre à ce petit singe, là, ou ce hamster, appelez-le comme vous voulez, à s'arrêter, à se calmer. Et comme disait un professeur que j'aime beaucoup, le hamster et le singe, là, ils font partie des animaux les plus difficiles à apprivoiser que l'humanité n'aura jamais connus. C'est ceux qui sont là, c'est le singe hamster. Donc voilà, la pleine conscience, c'est la pratique de l'attention. C'est être le fait de porter notre attention de façon intentionnelle, en laissant les filtres, en laissant les jugements, en sachant qu'on a tous une paire de lunettes avec des verres qui s'épaississent depuis notre enfance et qui nous font voir la réalité, la vie d'une certaine façon, différente pour chacun et chacune, et c'est très bien. Mais ce n'est pas forcément comme ça qu'est entièrement la réalité. L'automobiliste devant moi tout à l'heure, il avait peut-être l'impression que c'était moi qui roulais mal, en fait, finalement. Peut-être que lui, il était dans un truc, ou d'abord, peut-être que c'était une femme, et peut-être qu'il était dans quelque chose de complètement différent. Et moi, j'étais là en train de m'énerver parce que je me disais qu'il était peut-être bourré, sauf que peut-être qu'il avait appris une très très mauvaise nouvelle et que c'était ça en fait l'histoire. Et moi, je serais arrivée toquée à sa vitre comme ça, ah, vous allez me mettre en retard. Et que cette personne était peut-être en train de faire une crise d'angoisse parce qu'elle a appris aujourd'hui matin que, je sais pas moi, quelque chose de terrible. Vous comprenez ? Et ça, si on ne s'arrête pas, si on n'observe pas, on ne peut pas prendre conscience de ça. On est dans notre « Ah, quel imbécile !» ou « Pourquoi c'est comme ça ?» Et le fait de pouvoir s'arrêter, de pouvoir prendre cette pause et observer, ça permet de mettre les choses en perspective aussi. Ma réalité, c'est ma réalité. Mais est-ce que cette personne qui est en face de moi vit la même chose ? Okay ? Est-ce que finalement, ce que je perçois est totalement juste ? Ce qu'on me dit, est-ce que c'est aussi la pure vérité, la pure réalité ? Ou est-ce que c'est un son de cloche, une voix, une perception, comme la mienne. Et ça, de nouveau, on ne peut le faire qu'en s'arrêtant. Je reviens avec ce schéma que j'aime beaucoup et cette phrase de Viktor Frankl qui est, alors je ne sais plus si c'était juste écrivain ou philosophe, mais allemand, et il est passé dans les camps de concentration. Et donc dans les camps de concentration, c'était pas évident non plus de pouvoir sentir la liberté. Et Viktor Frankl, il a dit que
c'est dans les moments de pause, en fait, dans les moments de pause de notre respiration, dans les moments de pause de notre journée, qu'on peut retrouver cet espace de croissance et de liberté, parce que c'est grâce à cette pause qu'on peut choisir, en fait, comment on va répondre ou réagir à telle situation, plutôt que d'être dans les automatismes, dans les 95%, le même que la veille, et dans ces choses que parfois on voudrait changer. Okay ? Et donc c'est à ça, s'il y a vraiment une chose à laquelle la pleine conscience peut servir, à part le fait d'apaiser l'esprit, évidemment, de débrancher l'anxiété, de réguler le corps et l'esprit, d'améliorer la santé de l'immunité, etc. Mais c'est aussi pouvoir choisir comment on va réagir à telle et telle situation. Et ça, réagir ou répondre. Parce qu'une réponse, pour moi, c'est quelque chose qui est adapté et qui a été mûri, qui a été réfléchi. Une réaction, c'est l'automatisme. Hop, action-réaction, je me fais engueuler, j'engueule, j'ai faim, je me jette sur la nourriture, j'ai une frustration, je prends une cigarette ou un verre de vin ou que sais-je. Hein, les petites choses dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, les comportements, les stratégies d'adaptation dysfonctionnelles. Sauf que quand on pose, on peut se dire, OK, là, je me jetterais bien sur le frigo, je me jetterais bien sur un verre de vin, j'appellerais bien cette personne-là pour l'engueuler. Sauf que, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Je m'arrête, je respire 2 minutes et je me dis, peut-être je peux faire autrement. Peut-être qu'au lieu de prendre un verre de vin ou de manger la pâtisserie entière, peut-être je vais goûter une petite gorgée de ce vin parce que vraiment j'en ai envie. Donc l'idée n'est pas de devenir évidemment des ascètes, mais de débrancher nos réactivités. Et peut-être qu'après avoir bu ma gorgée de vin, je vais pouvoir faire 5 minutes de respiration, parce que je sais que c'est bon pour ma santé. Et puis, boire la fin de mon verre de vin tranquillement, mais pas de l'affonner juste pour ne plus sentir la frustration ou la colère qui pousse, ou l'irritation. Et donc, c'est ça, le moment de pause. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette image. Alors, je vous le disais tout à l'heure, la difficulté, c'est justement de changer. De faire autrement que ce qu'on connaît. Puisque notre cerveau, il adore la répétition, il adore... il est dans c'est des ornières. Il faut imaginer que les neurones, ils se mettent ensemble et ils forment comme ça des autoroutes de neurones. Et c'est pour ça que quand on a un stimulus donné, je vous parlais de la frustration, de la peur, de l'anxiété, etc. Souvent, on va réagir de la même façon, en essayant de contrôler davantage avec la tête, en ayant des stratégies, comme je viens de le dire, d'adaptation qui sont souvent pires que mieux. Mais c'est normal. Notre cerveau, il adore la répétition. Et quand il doit créer de nouvelles habitudes, c'est compliqué. C'est comme une image qui me vient et que j'aime donner, c'est comme alors les fagnes. Vous voyez les fagnes, moi j'aime bien l'image de la brousse ou de la savane, je connais, mais les fagnes, ça peut ressembler un peu à la savane africaine. Alors il y a des petits caillebotis, mais si on s'aventure là un peu trop dans les terres presque marécageuses, il y a des grands joncs et on peut se perdre dans les grands joncs. Et quand on veut passer, on doit débroussailler à la machette, à ce que vous voulez, mais se frayer un chemin. C'est ardu. Et se frayer un chemin aussi entre les marécages, pour ne pas se retrouver tout mouillé ou pire que ça. Donc ça, c'est la première fois qu'on passe. Quand on passe 10 fois, ma foi, le chemin, il est déjà tracé, il commence à se tracer. Quand on passe 100 fois, on a un beau chemin. Et quand on passe 1000 fois, on a une route. Eh bien, dans notre cerveau, c'est la même chose. Ce qui compte pour acquérir une nouvelle habitude et une nouvelle compétence, et vous le savez, pour toutes les autres compétences que vous avez acquises dans votre vie, c'est la répétition. La répétition, le faire. Et c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas vous arrêter une semaine et partir au soleil. Il ne faut pas vous arrêter même une journée. C'est parfois 1 minute suffit. Et pour vraiment mettre en place, parfois 5 minutes, 3 fois par jour, moi je dis c'est déjà bien. Ça suffit. Mais donc la difficulté, c'est de quitter cette fameuse petite zone-là de confort où on est bien, on sait, on connaît, c'est rassurant, c'est facile, c'est agréable, c'est connu. Sauf qu'à un moment donné, il y a quand même... On est humain. Et donc les humains, ils ont besoin aussi d'apprendre. On dit, c'est pas moi qui le dis, ça c'est des gens qui ont beaucoup travaillé avec la mort et avec les mourants. Au moment de la mort, il y a 2 choses qui reviennent. C'est
comment j'ai aimé. C'est pas comment j'ai été aimé, c'est comment j'ai aimé. Comment j'ai aimé, voilà, autour de moi, mes enfants, les gens, mes amis, ma famille, mon conjoint, ma conjointe. Comment j'ai aimé et qu'est-ce que j'ai appris. On a besoin d'apprendre, on a besoin de s'éveiller, on a besoin de se nourrir. C'est un besoin universel de l'être humain, sinon on stagne et ça déprime. Okay ? Donc on est dans la zone de confort, à un moment donné ça stagne, on s'ennuie un peu, on a envie d'apprendre. On est dans cette zone, alors moi je mets la ZDI pour moi, parce que je l'appelle la zone de délicate incertitude. Ou délicieuse incertitude. Parce que quand on quitte ce qu'on connaît et qu'on va vers ce qu'on ne connaît pas, c'est un peu excitant, on aime bien, c'est un peu l'incertain, et ça reste délicieux. On apprend des nouvelles compétences, le stress est supportable, on fait des expériences, mais ça demande quand même un petit effort. Et quand on fait trop d'efforts pour apprendre, ou quand on va trop loin dans « ok, je veux changer radicalement », là on se retrouve de nouveau en zone de panique, en stress, parce que pour le cerveau c'est trop. Et donc c'est aussi doser. Doser, pas D apostrophe. Alors le D apostrophe avec le oser est intéressant, mais c'est aussi le dosage de nos efforts. Hein ? C'est pas « demain je vais faire de la pleine conscience et ma vie va être pleine conscience ». Non, c'est un petit pas par petit pas à la fois. Demain, peut-être, pour faire mes 5 minutes de respiration, j'aurais envie d'aller me promener. Ou simplement, je vais m'asseoir et je vais contempler mon jardin. Ou je vais réécouter la conférence. Voilà, c'est petit pas par petit pas pour pas aller non plus dans la zone de panique, mais par contre, vraiment se rappeler qu'à un moment donné, la zone de confort, on stagne, mais que quitter la zone de confort, et c'est là où je voulais en venir, c'est pas non plus facile. Même s'il y a des satisfactions, parce qu'on apprend, voilà, il y a notre cerveau qui adore rester avec ce qu'il connaît, avec le connu. Sauf que, à un moment donné, quand on tourne dans nos habitudes, on a tendance à s'accrocher en fait aux choses, hein, à s'accrocher à ce qu'on voudrait qu'il reste, à s'accrocher à ce qu'on voudrait qu'il soit, okay, à s'accrocher à ce qui nous plaît en général. Et ce qui arrive parfois, donc s'accrocher à nos habitudes, s'accrocher à ce qu'on connaît, à ce qui est rassurant, etc. Mais certains moments, quand on est trop accroché à des choses qui ont besoin de lâcher, notamment ce petit mental, ce petit hamster, etc., eh bien, ça crée plus de dommages que de laisser aller, en fait. Alors, je fais ce geste-là parce que j'ai une autre petite histoire à vous raconter qui illustre ça. Donc, cette difficulté à lâcher ce qu'on connaît pour aller vers plus grand, nouveau, inconnu, mais aussi intéressant parce que c'est notre croissance personnelle et c'est comme ça qu'on va mieux et c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est l'image des singes. Vous la connaissez peut-être ? Donc c'est, je ne sais pas où, sur le monde, dans le monde, là, dans une partie du monde où il y a des singes et où les chasseurs, je pense que c'est du côté Papouasie, mais je suis plus sûre. Les chasseurs, pour attraper les singes, ils accrochent à l'arbre. Alors, ils accrochent une noix de coco dans laquelle ils ont fait un trou et dans laquelle ils mettent du riz sucré ou du riz collant, ou ils mettent quelque chose de très bon. Et donc le singe, il le sent, mais la noix de coco, elle est fermée, il y a juste le trou. Il le sent et il va faire sa main toute petite pour venir attraper ce qu'il y a dans la noix de coco. Et sauf que, après, il ne sait plus sortir sa main. Et il s'énerve, mais il veut absolument son riz ou ses bananes ou ce qu'il y a. Et il va finalement se faire piéger par les chasseurs et c'est comme ça qu'ils attrapent les singes. Alors qu'il suffirait qu'il lâche le riz et qu'il sorte la main. Sauf que le singe est tellement accroché à ce qu'il veut garder, en fait, et à ne rien perdre, que finalement il perd la vie. Il est capturé. Voilà, c'est une image qui me plaît parce que parfois, et de nouveau, c'est le hamster là-haut qui nous dit non, ça je peux pas lâcher, ça non, ou je peux pas changer ça, et je reste accroché, et puis finalement, ça nous est plus délétère et toxique qu'autre chose. Et donc parfois, et c'est là, on arrive à la fin de l'exposé, mais parfois c'est important de pouvoir juste faire le vide en fait, et accepter qu'il y ait rien
peut-être rien qui se passe comme on veut, peut-être rien qui corresponde à l'idée qu'on en avait, peut-être rien qui nous rassure, aucun point de repère, mais que tant que la vie est là, la vie est là, la vie elle continue, et qu'il y a cette espèce de petite conscience que vous pouvez avoir maintenant, juste parce que vous êtes venu écouter cette conférence et que vous savez qu'au-delà du hamster, il y a la vie en fait qui est là en chacune de vos cellules, et que tant qu'il y a de la vie, tout est possible, tout changement est possible, l'espoir est possible, et quand on accepte en fait de lâcher ce sur quoi on résiste et qu'on revient dans cette présence à soi, à la vie, à ce qui est vraiment important, plutôt que d'être dans la résistance, je m'accroche, eh bien on s'ouvre à de nouvelles choses. On peut voir avec une vision beaucoup plus large en fait, là où il y a plutôt de l'espoir et des solutions, plutôt que de rester en train de ruminer, ressasser tout ce qu'on a perdu, tout ce qui ne va pas, tout ce qui va être difficile, etc. C'est une façon d'appréhender les choses beaucoup plus juste en fait, et qui permet d'ouvrir finalement, donc ça débranche l'amygdale, qui est la glande qui donne le signal d'alarme du stress dans le cerveau, et quand cette amygdale est en train de s'exciter, elle inhibe en fait notre cortex. Et quand le cortex est inhibé, il n'a pas ses capacités créatives, il n'a pas ses capacités de penser, etc. Quand on désinhibe l'amygdale, simplement parce qu'on revient ici maintenant et qu'on lâche, eh bien le cortex retrouve les capacités de penser. Donc ce que je vous dis, ce n'est pas juste de la pensée positive, c'est vraiment quelque chose de structurel et fonctionnel dans nos cerveaux. Okay ? Et quand on retrouve nos capacités cognitive, eh bien, on se rend compte aussi qu'on est des êtres de lien. En fait, on est câblé pour la survie, mais on est câblé aussi pour se connecter. Pas pour se connecter au Wi-Fi, mais pour se connecter, on a besoin les uns des autres. En fait. Et ça aussi, alors, ça c'est assez personnel, enfin c'est personnel et puis ça vient aussi, c'est pas juste la pleine conscience qui me fait dire ça, c'est d'autres études que j'ai repris après, mais on est câblés pour se connecter. On a besoin les uns des autres. C'est depuis que les mammifères sont arrivés, on sait que pour aller de l'avant, pour être plus fort, eh bien, on a tout à notre avantage à nous unir les uns aux autres. Et pas être dans la compétition, pas être dans l'adversité, mais être justement dans la collaboration et dans la coopération. Voilà, ça c'est aussi une image... Et donc, pour conclure, le petit exposé, justement, j'avais envie de reparler de cette collaboration. J'ai regardé d'ailleurs hier, juste avant que vous ne lisiez, il y a un petit reportage sur le National Geographic. C'est un reportage, j'adore les reportages animaliers, mais on n'a jamais vu un reportage animalier comme celui-là, qui montre en fait la collaboration entre les espèces. Donc il y a des chercheurs qui ont suivi des animaux dans leur milieu naturel, en Afrique, dans les forêts tropicales, etc., et qui se sont rendus compte, non seulement que les espèces, alors qu'on se disait les espèces, elles se bouffent les unes les autres, non. Il y a beaucoup de collaboration, de coopération entre les espèces, parfois entre des toutes petites espèces. Il y avait par exemple des petites fouines avec les lions, et donc les espèces animales entre elles, et parfois aussi entre les arbres et les animaux. Vous savez par exemple que les arbres, juste ce qui me vient là maintenant, ce sont les acacias en Afrique, parce qu'on en a beaucoup parlé de ça. Quand il y a les girafes qui arrivent, il y a un réseau mycellaire dans la tête de champignons qui communique à l'arbre attention, danger, juste par les vibrations en fait des girafes qui arrivent et qui marchent sur le sol. Et l'acacia va se mettre à ce moment-là à émaner, à déployer un espèce de suc toxique pour les girafes qui va ressortir de cet arbre. Et ce suc, en fait, il n'est pas déployé par l'acacia, il est déployé, et ça on le sait maintenant, par des minuscules fourmis, en fait, qui sont sur cet acacia qu'on ne voyait pas avant, et qui viennent en fait défendre l'arbre parce que c'est leur logis. En fait. Et donc, elles se mettent à attaquer, entre guillemets, la girafe pour défendre leur logis. Et donc, elles sauvent l'arbre, en fait. Donc, voilà, les collaborations entre espèces, entre même différentes animaux, végétaux, animaux humains. On le sait, combien il y a des dauphins qui ont déjà aidé aussi des naufragés. Mais alors aussi...
entre les différents êtres d'une même espèce. Ça me paraît être la chose en fait primordiale aussi pour faire face à tout ce qui nous attend, là, les changements qui arrivent dans le monde, qui sont déjà là. Et justement, pour moi, c'est une réponse vraiment positive et intéressante au stress de la vie quotidienne. C'est aussi de recréer du lien à nous et du lien les uns avec les autres. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais donc on a d'abord admis que c'était d'abord en changeant la société par le biais d'idéologies collectives comme la politique ou la religion que l'individu allait pouvoir s'épanouir. Or, en voyant que ça ne fonctionne pas, de plus en plus nombreux sont ceux qui pensent qu'au contraire, on travaille d'abord sur soi, on s'épanouit d'abord individuellement peut-être, et puis on peut alors davantage se sentir en sécurité avec les autres et aller vers les autres. C'est tout ça que je viens de vous expliquer. Et donc la méditation de pleine conscience, comme on l'a simplement pratiquée aujourd'hui, être là, présent dans l'instant, c'est le premier pas en fait pour aller vers cette réconciliation, ce mieux-être d'abord individuel et puis pour moi collectif en fait, parce que dans les collectivités où il n'y a pas la conscience, c'est parfois plus compliqué d'arriver à vraiment coopérer et collaborer. Voilà. Et avant de terminer, juste vous propose de reprendre un petit moment pour vous, juste là, et observez maintenant comment vous vous sentez, là, après cette petite présentation. Est-ce que vous vous sentez plutôt agité, peut-être mobilisé à l'intérieur, ou peut-être irrité par certaines choses, et c'est possible aussi? Ou est-ce que vous sentez plutôt de l'apaisement, de la détente, de la joie, de l'optimisme, peut-être un mélange des deux? Et juste, quel que soit l'état dans lequel vous êtes maintenant, quoi que ce soit que vous ressentez, je vous propose de juste revenir un instant sur votre souffle et prendre quelques respirations profondes en favorisant l'expiration et en vous permettant d'évacuer vos tensions en expirant. Donc profitez de l'expire pour... ok, je suis vivante. Je suis vivante, ici, maintenant. Je sens mon corps, je sens mon souffle. Et quelles que soient les tensions qui sont là, je peux les laisser se détendre pour profiter au mieux de cet instant, juste celui-ci, celui qui se déroule dans le moment présent, ici et maintenant. Et quand vous le voudrez, vous pourrez reprendre une ou deux grandes respirations et juste revenir ici, maintenant. Peut-être bâiller, vous étirer. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup, Madame Jacob. Merci. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé un moment cool. Voilà, très apaisant. Mais comme à chaque fois, comme à chaque conférence Jeudi Santé, on va vous donner la parole et l'occasion d'intervenir et d'avoir un bref instant de communication avec notre invité. Je vous rappellerai, nous ne sommes pas dans une séance chez votre médecin, donc soyez global. Et on va essayer de faire plaisir à tout le monde, parce que aussi on a des questions Internet, puisqu'on est sur les réseaux sociaux avec la province. Et on essaye de faire plaisir à un maximum de monde. Alors, qui va se jeter ce soir pour sa première question? J'aurais voulu savoir ce que les électrodes placées sur le suppléant du Dalai Lama ont révélé pendant sa séance de méditation. Alors, ça, c'est une question très intéressante, parce que tous les résultats ne sont pas encore sortis. C'est Stephen Lauris, en fait, un chercheur ici à l'Université de Liège, qui maintenant est parti. Voilà, il est plus tout le temps là, qui a fait cette étude-là, mais tous les résultats ne sont pas sortis. Mais par contre, par exemple, qu'est-ce que ça a pu révéler? Ça a pu révéler la désactivation de la zone des émotions plutôt négatives, la désactivation de l'amygdale dont je parlais, je l'ai dit ça déjà. Et alors, je sais qu'il y en a une autre.
Et ça, c'était pas seulement au niveau cérébral, mais c'était aussi le lien entre la méditation méta, donc une méditation où on travaille justement plus sur la bienveillance, parce qu'évidemment, j'en ai pas parlé, mais la pleine conscience, elle est aussi associée, je vous ai parlé du non-jugement, de la qualité de présence, etc., mais elle est aussi axée sur la bienveillance. Et donc, il y a vraiment des pratiques de méditation qui favorisent la bienveillance pour soi et pour les autres. Et donc là, ça avait marqué quelque chose, mais je ne me rappelle plus exactement. Alors, juste un instant. Je pense, si je me rappelle bien, mais là j'ai quand même peur de dire une bêtise, que le fait de méditer sur la bienveillance diminuait l'activation des zones douloureuses, de la douleur notamment dans le corps. Donc, vous voyez, c'est des effets assez surprenants. Hein. Donc, les zones de douleur diminuent quand on pratique la méditation sur la bienveillance. Mais voilà, avec le cerveau, c'est encore en cours. Mais ce qu'on a vu grâce à l'imagerie fonctionnelle, je vous le disais, c'est aussi, par exemple, alors ça, c'était pas Mathieu Ricard, c'était d'autres études, mais notamment, il y a un accroissement de la matière grise. On sait que la matière grise, ce sont les neurones du cortex, donc c'est là où on élabore la réflexion, les stratégies, etc. Eh bien, les personnes qui méditent régulièrement, alors ça c'était une étude spécifique, mais ont vu que leur matière grise était plus importante que chez les personnes qui ne pratiquent pas. Inversement, on sait que certains médicaments, comme les benzodiazépines, peuvent réduire la matière grise. Donc, entreprendre un cachet ou faire une demi-heure de méditation, on a le choix, mais voilà, on connaît maintenant les effets. Une autre étude aussi très intéressante, qui ne concerne pas que le cerveau, mais qui est allée carrément étudier, voir au niveau de nos gènes, c'est que la méditation restaure en fait les télomères et les capuchons des télomères. Et donc les télomères, c'est un indice, c'est ce qui recouvre les extrémités des gènes. Et ces télomères, c'est un peu comme des pneus de voiture qui s'usent avec la vie, mais aussi avec le stress. Okay, et quand ces télomères sont très usés, en fait, les cellules sont détruites. Okay, donc c'est le vieillissement, en gros, hein, le vieillissement cellulaire. Et les études, et ça c'est une étude dont je me rappelle même du nom, c'est le projet Shamatha. Celle d'avant, c'était, je pense, j'ai oublié Sarah Jane, enfin bon, bref, c'est pas super important, mais montre que les personnes qui pratiquent la méditation régulièrement ont des télomères qui sont beaucoup moins abîmés. Donc la méditation, et on sait comment, restaure, produit un enzyme, il y a un enzyme qui se produit, qui restaure en fait ces parties tout à fait physiques dans le corps et même des gènes. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Réduction des zones de l'anxiété, hein, comme je le disais, ça on l'a vu sur Mathieu Ricard aussi, j'imagine, donc de l'activation de l'amygdale, hein, cette sonnette d'alarme. Voilà, mais maintenant, il y a au moins, quand moi j'ai fait les études à Strasbourg, il y avait 4000 études. C'était en 2013, donc il y a encore au moins le double d'études qui sont faites maintenant, parce que la pleine conscience, on l'enseigne dans les universités, elle est appliquée dans les hôpitaux. Je veux dire, c'est pas un truc de hippie fleur bleue, c'est vraiment quelque chose de validé, reconnu scientifiquement et d'appliquer aussi maintenant, voilà. Avec des applications vraiment thérapeutiques, quoi. La méditation de pleine conscience peut-elle aider une fille qui est bipolaire ? Ah, ça c'est une question très intéressante que j'aime beaucoup. Parce qu'à la base, beaucoup vous diraient non. Alors, je suis filmée, donc je vais faire attention de ne pas dire des bêtises. Moi, j'aurais envie de dire que oui. Parce que dans la bipolarité, la maladie mentale, pour moi, déjà, il y a beaucoup d'étiquetage, parfois un peu hâtif et enfermant. Et la bipolarité, ça peut être aussi juste. Alors, j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique pendant des années, donc je connais un peu le sujet, mais c'est des états d'humeur qui peuvent être très changeants, très hauts, très bas.
nos états d'humeur, ils sont influencés aussi par nos pensées. Ils sont influencés par notre physiologie, par nos hormones, etc., par ces substances dont je vous parlais tout à l'heure, mais ils sont influencés aussi beaucoup par nos pensées, par nos schémas de pensée, nos croyances, nos ruminations, etc., etc. Et ce qu'on sait, c'est que par exemple dans la dépression, elle est hyper alimentée par les pensées. Okay. Et donc dans la dépression, la méditation a un effet, la pleine conscience a vraiment un effet très bénéfique pour éviter les récidives. Et donc là, il y a aussi des études qui le montrent. Et j'aurais vraiment envie, alors ça, j'en rediscuterai avec des amis psychiatres qui connaissent aussi bien la pleine conscience, parce que ceux qui ne pratiquent pas et qui ne connaissent que de façon livresque, on se protège beaucoup, hein, pour ne pas avoir de personnes qui vont plus mal, etc. après. Mais elle peut aider, dans le cas de bipolarité, à juste prendre la distance et observer, là, je sens que je suis activée et que je repars dans une hyper-agitation. Parce que la bipolarité, c'est ça. Parfois, on est en phase maniaque, donc beaucoup d'agitation. Et donc, c'est observer la phase d'agitation et pas forcément se laisser rentrer dedans. Observer de la même façon la phase plutôt dépressive et pas non plus se laisser rentrer dedans, mais cultiver. En fait, on cultive un état d'esprit qui est plus neutre. Alors, évidemment, dans les cas très importants, la méditation ne remplace pas un traitement médicamenteux, si c'est ce qui est prescrit. Mais par contre, en amont de ça, et en accord toujours avec le psychiatre, moi, je pense que ça peut être utile. Et il y a d'ailleurs un psychiatre à Liège avec qui je faisais de la méditation avec ces patients qui étaient ou bipolaires ou qui avaient même des troubles psychotiques, alors qu'à la base, c'est pas recommandé. Voyez ? Donc c'est vraiment au cas par cas, mais oui, moi je dis oui. À quel âge est-il possible, selon vous, de pratiquer la méditation par la pleine conscience ? Ah, ça c'est une question chouette, parce que j'en ai pas parlé, c'est pas mon domaine, mais j'ai une collègue qui enseigne la méditation à partir de 3 ans. Alors, ce n'est pas la méditation comme nous, on va le faire, hein, 20 minutes en silence, assis, non. Mais quand mes filles étaient petites, on est allé plusieurs fois passer des vacances dans des centres de retraite, où les enfants, évidemment, étaient bienvenus et accueillis, où il y avait des activités pour elles. Mais par exemple, elles méditaient sur un caillou. Vraiment prendre le temps de regarder le caillou, de le sentir, de le toucher, de le mettre sur le ventre et sentir le ventre qui se soulève et qui s'abaisse, pour ramener en fait la conscience mentale à la conscience du corps. Donc ça peut commencer très très tôt. Et il y a de plus en plus, et ça c'est extraordinaire pour les générations qui vont venir après nous, de parents qui aussi déjà initient leurs enfants à être présents dans la vie et pas que ce qu'on voudrait à posséder, dominer, etc., mais à d'autres valeurs comme on peut les rencontrer quand on est plus conscient. Voilà. Magnifique. Oui. Super. Y a-t-il des contre-indications à pratiquer la pleine conscience ? Alors, il y en a, oui, il y en a. Donc, tout ce qui est normalement maladie, entre guillemets, mentale, mais voilà, moi, c'est un terme que je n'aime pas, parce que je trouve que c'est ça enferme très vite. Mais les troubles, par exemple, psychotiques aigus. Donc, ça veut dire les personnes qui sont complètement dissociées de leur corps, c'est pas le moment, c'est pas recommandé, parce qu'elles vont pas pouvoir vraiment rentrer en contact avec une sensation unifiée du corps. Et donc, voilà, ça peut générer de l'anxiété. Donc ça, c'est une contre-indication. La dissociation, notamment après des gros traumatismes, hein, où c'est juste comment dire, c'est pour survivre que les gens se dissocient. Donc là, c'est pas le moment de pratiquer de la pleine conscience. Les troubles psychotiques vraiment importants, donc des patients qui n'ont plus aucun lien avec la réalité, évidemment, ça c'est très très difficile. Même si je l'ai déjà fait donc avec ce psychiatre, hein, donc je dis bien, c'était pas une initiative personnelle, où vraiment l'idée c'était de rassembler les patients très psychotiques, donc qui ont tendance à être très éparpillés dans leur tête et avec une conscience du corps très, très éparpillée aussi, mais de leur apprendre presque à pratiquer alors avec d'autres techniques pour qu'ils puissent se rassembler. Mais sinon, maladie mentale non stabilisée et psychose, c'est
considérées comme contre-indications, les dissociations et la dépression en phase aiguë. Donc quand la dépression est très très aiguë, c'est pas le moment parce qu'il n'y a pas la ressource nécessaire que pour pouvoir se dire ok, je pratique, et du coup ça va activer les pensées, même ça je suis pas capable de le faire alors qu'on m'avait dit que. Donc voilà, juste pour moi c'est ces 3 contre-indications. Peut-on apprendre seul cette pratique ou celle-ci demande-t-elle nécessairement un apprentissage accompagné par un professionnel? Ah, chouette. Alors, eh bien, comme je vous l'ai dit, il y a moyen d'apprendre seul, en fait, vraiment. Sauf que c'est comme, je sais pas, moi, jouer au tennis ou jouer au piano. On peut apprendre seul, mais c'est plus facile d'apprendre avec un professeur. Et ici, dans le cas de la pleine conscience, même avec le groupe, en fait. Parce que je disais, il y a vraiment ce retour à soi, mais il y a vraiment aussi, quand on devient plus conscient, on devient conscient aussi de notre humanitude ou humanité partagée, comme certains disent. Et le fait de voir que dans un groupe, on est tous logés à la même enseigne et on vit tous les mêmes galères, en fait, il y a quelque chose de très soutenant qui favorise en fait la confiance pour l'apprentissage. Et ça, on le remarque vraiment parce que c'est pas des groupes où enfin, je pense aux groupes dans le format où moi je les donne, mais par exemple, ce ne sont jamais des groupes où on parle de ce qu'on fait dans la vie. Donc peu importe que vous soyez médecin ou employé, femme de ménage ou éboueur ou richissime homme d'affaires, c'est pas ça qui est mis en avant, c'est vraiment l'humanité, l'humanitude en fait de chaque personne, et ça aide vraiment, ça facilite vraiment à avoir la confiance nécessaire pour ancrer la pratique en fait. Alors, où trouve-t-on les groupes ? C'était la question. Partout. Partout. Il y a des groupes en ligne, il y a des groupes en présentiel, il y a vraiment partout. Parce que là, il y a ce fameux protocole de 8 semaines de pleine conscience, et donc c'est de ça dont je vous parle, qui se trouve partout. Mais il y a aussi d'autres moyens d'apprendre la pleine conscience, en fait. Ce qui est bien, c'est que ce protocole-là, il est très structuré, pour vraiment faciliter l'apprentissage, en fait. Et il a été, quand je dis qu'il y a 8000 études maintenant, enfin ça c'est une supposition, mais en tout cas il y en avait 4000 en 2013, donc, et il n'y avait même pas 10 ans qu'on avait commencé à étudier. Mais ce protocole-là, il a été étudié, réarrangé, et il est vraiment conçu, comme je le disais, structuré de manière très pédagogique et progressive pour favoriser l'apprentissage. Et à la fin des 8 semaines, là aussi, il y a des changements au niveau... On a vu des changements au niveau du cerveau chez des participants. Et il y a vraiment l'acquisition de la technique parce que le cerveau est différent, en fait, après les 8 semaines. C'est pour ça que c'est 8 semaines. Et les gens méditent 40 minutes en silence, avec plus ou moins de facilité. Mais ça... C'est un protocole que moi, maintenant, j'enseigne depuis 2013. Donc, j'ai lâché mon ancienne façon d'enseigner la méditation, puisque je trouve que celle-là est très, très, très bien faite. Et il y a une personne, donc je peux dire que j'ai formé aussi des milliers de personnes, parce qu'avant le Covid, j'avais 3 groupes par semaine, avec plus de 20 personnes dans les groupes. Enfin, c'était du monde. À Liège, c'était avec Émergence, oui. Il y a une seule personne, une fois, qui m'a dit « Moi, je ne sais pas si ça m'a apporté quelque chose. » Une seule sur... je n'ai pas compté les milliers de personnes, mais il y en a eu beaucoup. Donc voilà, c'est efficace, oui. Oui, ça se fait à Liège, en ligne. Moi, maintenant, je le fais en ligne, personnellement. Mais voilà, je ne suis pas la seule. J'ai pratiqué et je pratique toujours l'auto-hypnose. Et vous disiez tout à l'heure que les chemins d'accès vers l'auto-hypnose ou la méditation sont les mêmes. Comment éviter de partir en auto-hypnose et d'arriver en méditation ? Merci. C'est une question qui me fait réfléchir. Alors moi, je dirais comment éviter. Et c'est ce que je conseille parfois à des personnes qui ont tendance à partir trop rapidement. C'est peut-être déjà de garder les yeux mi-clos plutôt que de les fermer. Ça facilite l'ancrage avec le moment présent, en fait. Donc, les yeux mi-clos ou ouverts, en fixant un objet devant nous,
pour éviter en fait que le cerveau ne parte justement dans les images de l'auto-hypnose. Okay, ça, c'est une possibilité qui permet vraiment le réancrage dans le moment présent. Ça, plus rester connecté aux sensations du corps et à la respiration. C'est un bel alliage. Et j'aurais envie de dire, la troisième chose, et c'est OK aussi de partir en auto-hypnose. Vous voyez, si à un moment donné ça part, parce que c'est ça aussi la méditation de la pleine conscience, c'est que finalement, les choses, c'est apprendre à accepter que les choses, elles ne sont pas toujours comme on voudrait. Hein, et on le sait, la vie c'est ça, c'est tout le temps nous amener des choses qu'on n'attend pas, qu'on ne voudrait pas, qu'on ne souhaite pas. Mais par contre, apprendre à faire avec les choses comme elles sont. Et donc si on a fait de son mieux pour être vraiment ancré dans le moment présent, dans la pleine conscience, mais qu'à un moment donné ça part, bienveillance et acceptation. C'est chouette aussi l'auto-hypnose. Voilà, dans les 5 minutes qu'on doit faire 3 fois par jour, vous avez parlé de la respiration. Est-ce que vous avez une façon de respirer ? Alors, quand je dis les 5 minutes qu'on doit faire 3 fois par jour, c'est-à-dire là, je vous propose de faire des petites pauses de pleine conscience. Et si vous voulez vraiment avoir une efficacité plus importante aussi sur le corps, on s'éloigne un petit peu de la pleine conscience, parce que la pleine conscience, c'est juste observer les choses comme elles sont. Ici, il y a l'intention de faire quelque chose, d'avoir un résultat. Donc là, ce dont je vais vous parler, ça s'éloigne un petit peu vraiment de la pleine conscience, qui est juste... J'observe et je ne change rien, ni à mon souffle, ni à ce que je ressens. J'accueille, en fait. Hein. Ici, moi, ce que j'aime bien, et je trouve que ça fonctionne pas mal, c'est ce qui s'appelle communément la cohérence cardiaque. Et donc, c'est essayer de faire dans ces 5 minutes 3 fois par jour, parce que là, ça agit vraiment sur tout le corps, le cerveau, ça rééquilibre en fait tous les rythmes. C'est de respirer, de faire une respiration un peu en carré. Donc, on respire, on compte 5. On peut garder l'air pendant quelques secondes, si possible 5 secondes. On expire à nouveau au compte 5. Et on garde les poumons vides à nouveau pendant 5 secondes. Et ça, on dit que si on le fait 3 fois par jour, ça rééquilibre vraiment tout le système nerveux. C'est hyper favorable. Donc pour moi, si vous devez faire une chose, si vous n'avez pas le temps de faire un cycle, de vraiment apprendre la méditation de pleine conscience dans le protocole fait pour... cette cohérence cardiaque, je trouve que c'est un bon... c'est une bonne petite pratique très facile à faire, en fait. Pour l'endormissement, c'était bon aussi de faire... La cohérence cardiaque, oui. Respirer pour s'endormir, c'est génial. Oui. Mais donc voilà. Et essayez, alors même si vous ne faites pas la respiration en carré avec les pauses, etc., essayez toujours, parce qu'on a tendance, quand on court... On est en inspire, on est ici. Et ça, je le vois aussi avec mes patients qui ont les douleurs. C'est toujours, inspire et on est rarement dans... Et je vous invite, encore une petite chose que vous pouvez garder maintenant. Dès que vous pouvez, dans vos journées, c'est souffler. Et c'est pas juste souffler, c'est que souffler, comme je l'ai dit, ça active votre nerf vague, qui est le responsable de la restauration de tous vos tissus, de vos cellules, qui ralentit les battements cardiaques et qui permet la détente et la récupération du corps. Donc, c'est con, hein, et c'est tellement facile. Donc, expirez surtout.